Est-ce que Sandra Onkunu est là? On va peut-être la laisser au milieu. Voilà. Allez-y. Ah non, laissez. Oh oui, comme vous voulez. Oui, au milieu. Allez. Voilà. C'est une chance pour moi. Allez. Alors, on est toujours dans une après-midi climat, énergie, transition écologique. Et la question, c'est que peut-on attendre des innovations actuelles ou à venir? Peut-on trouver dans ces innovations des moyens de nous orienter vers une société post-carbone? C'est Sandra qui va démarrer, si vous le voulez bien. Parce que question en vol de l'innovation, vous vous trouvez là. Il faut que vous nous disiez quelques mots de qui vous êtes et de ce que vous faites. Vous êtes ambassadrice de Solar Impulse Foundation, mais il n'y a pas que ça. Vous avez un micro qui est branché. Eh bien, bonjour à tous. Donc, merci, Monsieur de Jouvenel, pour me donner la parole. Donc, Sandra Onkunu, j'ai le plaisir aujourd'hui de représenter la Fondation Solar Impulse en tant qu'ambassadrice. Et à côté de ça, comme vous l'avez précisé, effectivement, je ne fais pas que ça. Je suis également consultante en efficacité énergétique. Donc, c'est mon métier, on va dire, du quotidien. Ma casquette d'ambassadeur, c'est une casquette que j'ai depuis il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi. Pour être tout à fait honnête, je ne connaissais pas la Fondation Solar Impulse. J'ai eu le plaisir de la découvrir très exactement en janvier 2020, où Bertrand Piccard a au fait le discours d'ouverture du salon Change Now. Donc, de la même manière qu'il a fait hier la cérémonie d'ouverture du salon Innopolis, il a fait cette ouverture et il a eu un discours qui m'a marqué. En fait, le discours donc, de Bertrand Piccard, qui est vraiment le même qu'il a tenu hier, qui va répondre en partie justement à la question que vous m'avez posée. Ce qu'il expliquait, c'est que si on veut réellement changer la donne face au changement climatique, il faut avant tout qu'on commence à changer de narratif. Il faut qu'on arrête de parler de problèmes uniquement et qu'on commence à parler de solutions. Et l'objectif, c'est vraiment de montrer qu'aujourd'hui, il existe des solutions qui sont non seulement écologiques, mais que ce sont des solutions dont on a besoin et qui sont logiques et qui sont en plus d'être durables, qui sont avant tout rentables. Et c'est précisément ce discours qui m'a, moi, motivée donc, à rejoindre la fondation donc Solar Impulse en tant qu'experte indépendante d'abord, puis ambassadrice, pour évaluer et donner de la visibilité à ces solutions à la fois durables et rentables qui ont le mérite justement, qui doivent être connues. Et donc à l'époque, quand j'ai rejoint les rangs des experts indépendants, il y avait entre 300 et 400 solutions qui avaient obtenu ce label, donc ce label Efficient Solution. C'est un label qui permet donc de mettre en avant non seulement le côté durable, mais également des critères techniques et financiers. Et aujourd'hui, ce sont plus de 1400 solutions qui ont obtenu ce label-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il y a aujourd'hui 1400 solutions qui concrètement permettent de répondre aux enjeux climatiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fait, il y a des solutions pour tout le monde. Il y en a pour les citoyens, il y en a pour les collectivités, il y en a pour les entreprises. Et elles permettent d'adresser donc l'ensemble des challenges environnementaux auxquels on est confronté aujourd'hui. Par exemple, dans le domaine de la mobilité, aujourd'hui, il est possible et rentable d'effectuer, donc de réduire les consommations donc de carburant, de véhicules thermiques, tout simplement en les équipant d'un boîtier qui permet d'injecter de petites quantités d'hydrogène donc dans le mélange air-carburant. Donc ça permet d'améliorer la combustion et donc de réduire les émissions de polluants, la consommation. Donc tout ça grâce à de l'hydrogène qui est produit localement à l'intérieur du véhicule avec de l'électrolyse d'eau. Donc du coup, c'est vraiment une solution qui aujourd'hui existe et peut être mise en œuvre pour adapter et réduire la consommation donc, de véhicules. Toujours dans la mobilité, aujourd'hui, il est possible aussi de transformer n'importe quel vélo classique en un vélo électrique en l'équipant, donc en changeant la roue avant par une roue connectée qui permet justement d'éviter à avoir à remplacer intégralement le vélo.
Et donc voilà, ce sont quelques exemples d'innovations qui aujourd'hui sont accessibles sur le marché, qui sont directement applicables. Et ce qui est intéressant et ce qui est important, au fait, finalement, c'est l'aspect, le côté de la réplicabilité au fait, de ces solutions. Puisque du coup, lorsqu'on évalue les solutions, ce qu'on va chercher à regarder, c'est au-delà du côté de la durabilité, qui forcément est la porte d'entrée, voilà la clé. Il y a d'autres facteurs de succès qui sont la réplicabilité, la viabilité technique et surtout financière. Donc ce qui est intéressant d'aller regarder, c'est d'aller regarder si les solutions en fait, sont viables d'un point de vue économique pour les personnes qui vont utiliser la solution, mais également pour les entreprises qui les commercialisent. Et donc là, c'est vraiment toute la mission de la Fondation Solar Impulse, c'est de pouvoir booster l'adoption de ces technologies propres. Et donc vous êtes prêt à arroser toutes les collectivités avec vos 1400 innovations et que chacun s'empare de ce qu'il peut et on va prendre le chemin de la transition post-carbone? Tout à fait, on est prêt. On est prêt. Bertrand Piquet a donné un très bel exemple hier. Il a parlé de la théorie du piranha, où il expliquait qu'un seul piranha, enfin voilà, que tout seul, il ne pouvait pas faire de mal, mais que quand il s'y mettait à plusieurs, en quelques secondes, il pouvait réduire quelqu'un en squelette. Donc voilà, là c'était vraiment une image que j'ai trouvée très représentative. Donc la Fondation Solar Impulse aujourd'hui a déployé est en train de préparer donc un guide qui va être mis à disposition des villes et des collectivités, donc qui s'appelle des solutions pour les villes. Et l'objectif, au fait, on sait qu'aujourd'hui les villes représentent, que beaucoup de choses se passent dans les villes et que 75% des émissions sont concentrées donc au cœur des villes. Et donc l'objectif de ce guide-là, c'est de mettre en face des principaux challenges qui sont rencontrés dans les villes, donc dans les grandes thématiques, que ce soit les déchets, la mobilité, le bâtiment, l'énergie et l'eau. Donc c'est de mettre en face des solutions concrètes et de pouvoir montrer qu'au fait, avec ces solutions-là, on peut répondre à ces challenges donc à travers des études de cas vraiment concrètes. Et ces innovations sont aussi bien technologiques que sociales? Alors, on peut avoir des innovations technologiques, tout à fait, mais il y a en fait, on a les deux. On a vraiment tout type d'innovation. Ça va des innovations. Donc là, j'ai donné 2 exemples tout à l'heure qui sont plus technologiques, mais on a également des plateformes de mise en relation qui permettent de repenser. Par exemple, je peux citer 2 exemples dans le domaine du gaspillage alimentaire. Donc il y a des plateformes qui permettent de connecter les restaurateurs avec les utilisateurs pour réduire le gaspillage alimentaire. Dans le domaine de la construction, il y a également des plateformes qui permettent de valoriser les déchets de construction. Donc, du coup, là, effectivement, on mêle le numérique et puis le côté social dans la mesure où, effectivement, on fait appel au changement des comportements et des habitudes. Donc, on a vraiment aussi bien des solutions, des services, des procédés. C'est tout type d'innovation qu'on rencontre. Merci Sandra. Jean-François, c'est ça ce qu'on appelle de ce nom bizarre d'innovation de rupture? Merci. Tu te présentes rapidement. Oui, Jean-François Soupizet, je suis conseiller scientifique auprès de Futurible après une longue carrière à l'international qui m'a amené à être dans la mouvance des Nations Unies à Rome et puis les 20 dernières années à la Commission européenne Technologie de l'information. Ce que vous venez de nous dire, Sandra, je crois est très important, c'est que notre société vit dans le contexte de l'innovation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'innovation? Et là, je voudrais préciser quelque chose. Il n'est pas sans doute intéressant de la voir, je dirais, en première lecture, comme un phénomène qui bousculerait tout. Non, c'est le point de départ à partir duquel un certain nombre de vagues technologiques transforment notre environnement. Alors, je vous en donnerai l'exemple dans le cas du numérique. Technologique uniquement. Alors, je devrais dire technologique parce que la technologie y joue généralement un rôle, mais je retiens cette remarque d'autant plus volontiers qu'en fait, entre technologie et société, il y a un phénomène de coaction simultanée. Et j'en prendrai l'exemple
tout simplement, si j'ose dire, du numérique. C'est parti d'une poignée, l'Internet, c'est parti d'une poignée d'universitaires qui ont décidé de s'envoyer des messages. Et aujourd'hui, on a la toile que nous connaissons. Mais entre ces deux moments, il y a eu une foule d'innovations qui venaient de tous les horizons technologiques et y compris non technologiques. Alors, ce sont les protocoles, ce sont les développements de l'industrie électronique, et puis nous arrivons à l'intelligence artificielle. Et on voit bien au travers de cela ce que représente un cheminement dans lequel l'innovation joue un rôle. Avec là encore une mise en garde, et j'y reviens, c'est que la matrice de cette innovation, nous la voyons très souvent dans la technoscience. Et ça nous pose question, et j'y reviendrai volontiers après. Alors, qu'est-ce que ces vagues successives, toujours dans l'Internet, ont amené? Des bouleversements considérables. L'économie des plateformes, les réseaux sociaux, etc. Et l'économie des plateformes, à son tour, a permis l'émergence des géants du net. Alors, ces géants du net, maintenant, nous avons des questions parce que nous les voyons battre monnaie, mener la conquête spatiale et, d'une certaine manière, défier les États et surtout défier les équilibres socio-économiques qui s'étaient patiemment construits, souvent par la négociation, parfois par la lutte, tout au long des années. Mais le constat est clair, nous sommes dans un contexte d'innovation, c'est-à-dire un contexte de changement. Et ce que je voudrais vous dire à ce propos, c'est que les villes sont particulièrement touchées par ce phénomène. D'abord parce qu'elles sont bousculées. Alors, on ne va pas entrer dans les détails, mais Airbnb change les conditions d'habitat et quelquefois même jusqu'à la sociologie de certains quartiers. Google vous renseigne sur tout ce qu'il faut voir, ce qu'il faut faire, combien ça coûte, etc. Uber a bouleversé les transports. Amazon construit des dépôts gigantesques avec ses norias de camions et ses nuées de, vous me pardonnerez l'expression, de petits livreurs. Je dis vous me pardonnerez parce que ça n'a rien de péjoratif, bien au contraire. Et puis en même temps, ces villes, elles sont soumises à des quantités d'injonctions. D'abord, les citoyens. Les citoyens sont de plus en plus exigeants vis-à-vis des services de l'urbanité, mais aussi de l'autre côté, du côté national, voire régional, dans lequel on fait pression sur les villes pour qu'elles évoluent. Alors, la liste est longue. Il n'y a pas que le changement climatique. Il y a évidemment la sécurité. Il y a évidemment la création d'emplois, etc., etc. Et l'attractivité. Et les espaces ruraux. Et les espaces ruraux, absolument. Et l'articulation, enfin la frontière, si j'ose dire, parce que c'est inapproprié, mais la frontière, justement, où va la ville et quelle est la différence entre la ville et le bassin des gens qui génèrent les utilisateurs de la ville. Certaines y viennent travailler, d'autres y viennent étudier, d'autres, enfin, sont des touristes, etc., etc. Alors, face à ça, ce n'est pas un problème nouveau. Déjà en 1993, on avait promis une solution miracle, si j'ose dire. C'était la ville intelligente, la Smart City. Alors je dis 1993 parce que je me réfère à une présentation d'IBM auprès du président Clinton, à partir duquel la Smart City est devenue quelque chose qui s'est diffusé mondialement. Et ça vaut la peine de regarder un petit peu où on en est sur ces villes, parce que, qu'on le veuille ou non, ce modèle de la Smart City a tellement diffusé qu'il est présent explicitement ou implicitement dans la quasi-totalité, soit de villes nouvelles, soit de restructuration des villes. Alors le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est évidemment la Google City. Ça, c'était à Toronto. C'était en octobre 2017. Les autorités canadiennes, provinciales, fédérales, locales, s'étaient mis d'accord avec Google, exactement Skywalk Lab, et on allait faire la ville la plus extraordinaire, une sorte de démonstrateur.
les plans ont été élaborés sur le papier. C'était, pour le moins dire le moins, remarquable. 44 000 emplois créés. Toute une ville bâtie en bois dans un pays qui, précisément, a des ressources. 14 milliards de chiffre d'affaires générés, etc., etc. Mais très vite sont apparues des dissensions. Alors, du côté des citoyens, oh là là, Google est en train de faire une appropriation monopolistique de nos données. Et ça, compte tenu du modèle d'affaires de Google, pour beaucoup de gens, c'était difficilement acceptable. Bon, du côté des élus, oh là là, à bien y regarder, il est très clair ce qu'on va contribuer de façon sonnante et trébuchante, mais les promesses des 44 000 emplois, des 14 milliards, etc., tout ça, c'est flou. Et puis surtout, quelque chose qui était difficile à accepter pour les élus, c'est que la ville allait être gérée par 5 agences, disons, pour faire clair, un système dans lequel, pour l'essentiel, on allait gérer ce nouveau quartier pilote comme un centre commercial. Je suis prêt à nuancer très légèrement, mais l'idée centrale était là, et à garder le contrôle des données. Alors, tout simplement, si j'ose dire, en 2019, dans le contexte du Covid, ce projet a été arrêté. Alors, très rapidement, je prendrai un autre... On va pas faire le tour du monde des smart cities. Ah, presque. Non. Je vais donner juste un exemple, c'est Singapour, mais il est difficile de s'en inspirer pour une raison simple, c'est qu'il y a confusion entre État et ville, et c'est un modèle hyper centralisé qui est très difficilement exportable. Alors, je ne vais pas vous parler de Neom, 160 km de bâtiments pratiquement construits sur une ligne de TGV, pour faire simple. Je ne vais pas vous parler de El Mazda, le diamant en Égypte, mais par contre, je vais vous parler de l'expérience française. Alors, je ne connais pas toutes les expériences françaises, loin de là, mais j'en ai retenu 2 dans les dernières années. C'était à Angers et à Dijon. Dans les 2 cas, il s'agit d'un projet global, disons, qui fait un paquet d'un certain nombre de fonctions que l'on décide d'appuyer, de transformer avec le numérique. C'est un projet qui dure 10 ans et qui se fait en liaison avec un consortium privé. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? 1, le rôle du numérique, qu'on le veuille ou non, a un effet important sur la transformation et la transformation des villes. 2, les vecteurs d'innovation sont souvent privés. Et 3, la grande difficulté réside dans l'articulation entre justement ce qui reste dans les mains de l'étatique, du public, en charge notamment des communs, et ce qui va passer dans ce qui va être en quelque sorte sous-traité. On va certainement y revenir. Jérémy Juroux, vous vous présentez et vous nous faites part de vos réactions sur ces 2 interventions déjà. Oui, merci de m'avoir invité. Effectivement, donc Jérémy Juroux, je viens de rejoindre Ecolab il y a 15 jours, pour être tout à fait franc. Donc il se peut que je fasse parfois référence à mon papier. Je vous prie de m'en excuser un tout petit peu par avance. Je viens du quai d'Orsay, où je travaille auprès d'Henri Verdier, que quelques-uns peut-être connaissent dans cette salle. Oui, nous croyons à l'innovation de rupture comme moyen pour répondre à la crise climatique que nous connaissons. Pour nous, elle doit être abordée par tout moyen, et la technologie en fait partie. Tout aussi importante que l'innovation de rupture, la pensée peut-être de rupture joue aussi un grand rôle, l'éducation, la sensibilisation, l'appropriation des enjeux à l'échelle individuelle, autant de facteurs clés de succès à ne pas négliger et à accompagner au mieux urgemment. Pour nous avons 2 formes de temporalité, celle de l'atténuation, là où on sait qu'il faut réduire les émissions le plus vite possible, et l'innovation de rupture, il y en a, il y en aura.
des petits réacteurs nucléaires aux capture storage de carbone, toutes ces technologies visant à nous aider à atteindre le net zéro au plus tard en 2050, et celle de l'adaptation. Nous savons que la crise climatique vient s'entrechoquer et se cumuler avec les suites du Covid, la guerre en Ukraine, les limitations d'accès aux différentes ressources, et j'en passe. Il y a quand même la moitié des réacteurs nucléaires en France qui sont en panne. On parle des petits réacteurs nucléaires. Je comprends que c'est une terminologie bien précise, mais voilà, je ne m'étendrai pas là-dessus. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour répondre, mais oui, effectivement. Or, l'adaptation au changement climatique doit commencer dès maintenant. Ça ne se fera pas en 5 ans, en 30, mais va s'articuler sur des décennies, sans doute 100 ans, enfin difficile. Je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, ça prendra du temps. On en a un besoin vital et pressé. 1,7 degré en moyenne en France, de plus par rapport aux moyennes historiques. On le voit avec les périodes de sécheresse, avec les inondations, les risques géologiques accrus, les feux de forêt. Ainsi, ces derniers étaient autrefois cantonnés à la période estivale, à certaines parties du territoire français. Maintenant, ça commence au printemps, ça commence à l'automne. Il y a une migration vers le nord de la ligne à partir de laquelle nous avons des incendies de forêt. Une région traditionnellement épargnée, la Bourgogne par exemple, on voit que dans le Morvan, il y a des incendies désormais. Les incendies dans le Médoc, nous sommes quand même fin septembre, voilà, on peut le constater. Même si nous réduisons nos émissions et que les températures descendent, nous devons et devrons toujours composer avec le cycle fonte des glaces qui intervient. Et donc avec pour corollaire, évidemment, l'augmentation du niveau des eaux et les conséquences que ça engendre au niveau démographique, économique, territorial. Si on veut être rationnel et si on veut atteindre l'objectif net zéro de 2050, nos économies, nos entreprises, nos consommations, nos politiques publiques doivent évoluer. La majeure partie des investissements nécessaires, je pense que c'est très important de le rappeler, ce sont les régions, et je crois que voilà, mon estimé copanéliste l'a mentionné. Ce sont les régions et les acteurs privés qui les font. L'État, finalement, est juste là pour pousser les choses, pour apporter de la complémentarité, de la subsidiarité, c'est-à-dire aller là où les autres ne vont pas, et à partir du moment où la défense de l'intérêt général est présente. Donc l'État est là pour apporter de la coordination, de la mutualisation, finalement de l'ensemble ou une vue d'ensemble. Donc en première ligne, on trouve ces régions qui connaissent leur tissu industriel, qui portent le développement économique et qui savent à quel point c'est important d'avancer sur le développement des green tech pour diffuser les innovations au cœur de nos villes et de nos territoires, au service de l'intérêt général que j'ai mentionné. Voilà. Alors après, j'ai eu, je crois que Thomas Lesur a parfaitement exposé aussi ce qu'on faisait directement au sein des collabs. Je vois que l'audience est restée la même. Je ne suis pas sûr que ça soit utile de développer lentement, mais je suis vraiment à disposition aussi pour soit enrichir la discussion, soit répondre aux questions dans la session de questions-réponses prévue tout à l'heure. Vous financez les 1400 innovations qu'a recensé la Fondation Alors, nous, on a accompagné 2550 startups jusqu'à présent. Je n'ai pas le détail du catalogue de solutions qu'elles proposent. Je suppose que, je n'ai pas encore aussi, puisque je suis arrivé il y a 15 jours, je n'ai pas encore pris connaissance des 1400 solutions. Je les regarderai évidemment avec beaucoup d'attention et je suis persuadé que parmi celles-ci, un certain nombre sont aussi proposées par les startups françaises qu'on a accompagnées. Mais voilà, pour l'instant, donc du coup, un point d'interrogation, si vous me le permettez. Jean-François nous a fait une description un peu dithyrambique, là, le progrès, on n'arrête pas le progrès, l'innovation technologique, etc. L'expérience quand même révèle que les innovations technologiques se diffusent sous réserve d'appropriation et de maîtrise sociale. Il y a quand même tout un cimetière de technologies nouvelles qui n'ont jamais vu le jour, parce que la demande sociale n'était pas là, parce qu'il n'y avait pas d'appropriation sociale. Si on raisonne sur ces deux phénomènes d'innovation qui s'inscrivent dans le temps sur des échelles différentes, qu'est-ce que vous pouvez anticiper ou nous dire concernant les innovations, je dirais, à portée de main dans les 10 ans qui viennent? Parce n'oublions pas qu'au début, on a une première table ronde, rappelant que l'objectif à 2030 était quand même extrêmement contraignant, qu'on avait perdu beaucoup de temps au démarrage, et que plus on perd de temps au démarrage, moins on a de temps ensuite pour réaliser et atteindre les objectifs. Oui, tout à fait. Mais d'abord, un mot. Ces innovations naissent souvent
de personnalités, de petits groupes, etc., qui rêvent de changer le monde. Ça, c'est souvent le levain, la chose qui déclenche. Ensuite, évidemment, il y a des filtres. Alors, il y a un point extrêmement important, elle s'appuie sur l'extraordinaire progression de la quantité de connaissances que nous sommes en train de générer. Ça, c'est un point important. On est dans un système qui produit véritablement beaucoup de connaissances. Que toutes ces connaissances soient utiles, hein, pas dire importantes, c'est une autre chose, et que par ailleurs, on ait vu tous, et dans mon cas, j'ai vu en particulier au moment de la télévision, des transformations de la télévision, des technologies, voir leurs fenêtres d'opportunité se réduire. C'était la génération Minitel. Ah oui, tout à fait. Vis-à-vis duquel j'ai gardé toujours un grand attachement pour des raisons personnelles, mais peut-être pas celles que vous soupçonnez. Mais par contre, quelle est la difficulté? Alors, bien sûr, il y a des technologies qui ont du succès, mais il y a le filtre des marchés, ça c'est important. Alors, le filtre des marchés, il faut être prudent aussi, parce que pour moi, ce mécanisme, y compris le filtre des marchés, est souvent aveugle au bien commun. Et ça, c'est quelque chose qui nous pose problème actuellement. On voit bien le développement des technologies, on a des exemples des diffusions, mais si on doit regarder et comparer le rêve que représentait Internet, y compris pour ma génération, et ce qu'il est devenu avec les réseaux sociaux, je peux vous dire qu'il y a quand même loin du rêve à la réalité. Et là, on a quelque chose qui est extrêmement important, c'est que, bien sûr, l'innovation est importante, mais ce qui est important, c'est d'abord d'en comprendre, de l'utiliser avec une finalité, de savoir la mettre en œuvre en s'articulant avec ceux qui la portent, mais de continuer à la gérer une fois qu'elle est en place. Je ne prendrai pas l'exemple le plus récent qui est de l'extraordinaire développement des consultations médicales à distance et dont on voit bien maintenant qu'il est en train de générer un phénomène qui est un petit peu difficile à contrôler. Et là, il y a quelque chose qui nous interroge dans la prospective. C'est qu'il est très rare, pour ne pas dire que ça n'arrive jamais, que l'on soit capable d'imaginer les conséquences à véritablement long terme des innovations quand elles ont un caractère de rupture. Ce sont les discussions qu'il y a eu dans les années 30 et dans les années 40 autour de l'atome, qui pouvait déboucher à la fois sur l'énergie et en même temps sur la bombe. Si on lit les discussions au sein du Manhattan Project dans les années 40, on retrouve ces deux faces de la technologie. Sandra. D'ailleurs, il faudrait aussi que tu nous dises les 1400 innovations, je reviens à elles, vous les avez pêchées uniquement en France, uniquement dans la région centre ou dans le monde? Dans la région centre, non, dans le monde. Ce sont des innovations qui viennent de partout, en fait, hein, qui ont d'origines, enfin, comment dire, il y a, en termes d'innovation des pays, des sociétés, donc c'est vraiment international, et en termes d'application et d'utilisation également, elles s'appliquent partout. Donc, c'est pas limité à la France. Et alors, du coup, pour rebondir sur une question intéressante, comment faire pour finalement éviter de se retrouver avec un cimetière de solutions? C'est vrai qu'il y a ce facteur clé de succès qui est le fait de vérifier qu'il y a un marché. Parce qu'effectivement, avoir une solution, c'est bien, mais une solution que personne n'achète, ça n'intéresse personne. Et du coup, c'est là où les critères de la fondation pour délivrer le label Efficient Solution et d'avoir des solutions qui sont vraiment, et de s'assurer au fait de faire en sorte qu'on ait des solutions qui sont rentables. Quand on parle de rentabilité, au fait, il y a deux choses. Il y a la rentabilité vraiment pour la personne qui achète la solution et la rentabilité pour la société, donc le marché, le business économique. Donc là, au fait, de par même l'essence du travail de recensement des solutions, on permet justement d'éviter de se retrouver avec des solutions qui ne sont pas
qui ne sont pas rentables ni réplicables, parce qu'il y a aussi le côté de la réplicabilité et de la diffusion à large échelle, parce que le but, c'est de pouvoir les essaimer au maximum et de faire en sorte qu'elles soient utilisables non seulement sur un seul cas d'usage, mais les déployer vraiment à large échelle. Donc il y a vraiment le côté, l'importance dans l'identification des solutions. Et comme disait Bertrand Picard hier, il y a vraiment 2 niveaux d'innovation. Il y a innovation, là, dont on parle avec les 1400 solutions. Ce sont des solutions d'aujourd'hui qui existent, qui sont présentes et qui ont fait leurs preuves. Mais pour autant, il y a aussi l'innovation, on va dire, à plus long terme. Il faut continuer à chercher les solutions de demain. Jérémy? Oui, du coup, quelle question précisément? Parce que je comprends qu'on embrasse assez large. En écoutant Sandra et Jean-François parler de ces innovations, moi je pensais à un truc tout bête. Moi je suis élu local en zone rurale profonde. J'ai toujours pas la fibre. Oui, je comprends. Donc là, il y a des décisions qui doivent se prendre à la fois, pas seulement au niveau de la commune ou de la communauté de communes, et ça prend un temps fou. Ensuite, avoir des installateurs, visiblement, aujourd'hui, il faut se méfier. Donc, c'est bien les gadgets technologiques, mais... Non, mais là, vous touchez, je crois, ce phénomène bien connu de la fracture numérique, finalement, parce qu'il y a des zones qui sont évidemment, pas évidemment, justement, mais qui sont trop chères à couvrir par les infrastructures numériques qui vous permettent d'avoir Internet. Je vous en prie. Voilà, certains de mes copanélistes sont très, très bien équipés. Et donc, voilà, ce qui est difficile, c'est, en tout cas au niveau de la puissance publique, c'est de savoir, et finalement aussi à sa déclinaison auprès des opérateurs, il y a eu un plan FIB, voilà, qui a été chargé d'essayer en tout cas de réduire au maximum la taille des zones dites noires, celles où vraiment voilà, ça coûte trop cher de connecter, en tout cas selon certains opérateurs, ça coûte trop cher de connecter la population. Je crois qu'il y a eu un effort gouvernemental quand même massif qui a été fait. Il me semble que la France, dans l'ensemble, on peut se féliciter que globalement, par rapport à sa démographie, par rapport comment dirais-je, son organisation territoriale, a réussi à connecter une grande partie de la population. Mais il n'empêche effectivement qu'il y a des populations qui n'ont pas cette chance d'être connectés de manière confortable et qui du coup se retrouvent coupés de certains services essentiels. Je présume qu'il s'agit en tout cas d'une mission importante pour la cohésion des territoires, qu'il y aura encore des efforts à faire, mais je pense que la solution ne pourra être que technologique. Il va falloir trouver des nouveaux moyens de connecter les gens, en tout cas pas par les infrastructures dites classiques parce que leur coût de déploiement est trop élevé. Là, il y a des choix d'investissement à faire quand même. Si je reprends un exemple d'élu local des zones rurales, il n'y a pas de train, il n'y a plus de train, il y avait des trains avant. Je suis originaire de transition écologique et en fait, le jeu, ça consiste à subventionner des voitures électriques étrangères. Moi, je suis originaire d'un département sur les marges de l'Empire, les Ardennes, voilà, donc vraiment le coin un peu paumé. Encore plus, oui. Voilà, un peu paumé en France, où il y a un chômage, je crois, d'à peu près 25% de la population, de la population jeune, c'est-à-dire en dessous de 25 ans. Ce qui m'a toujours frappé, c'est de voir que, par exemple, la couverture TGV, elle s'arrête à Reims, et après, vous êtes toujours sur la ligne TGV, mais c'est un corail ou un tortillard qui vous emmène sur la dernière partie. Je crois que du coup, oui, on voit bien qu'il y a des disparités de fonctionnement et finalement de traitement de certains départements. Donc il y a des marges pour progresser, c'est ça ce que vous êtes en train de nous dire. Et j'espère que justement la technologie et l'innovation de rupture sera à même de pouvoir corriger ça, mais effectivement, personne n'a encore une fois de boule de cristal, mais je pense que c'est pas avant, en tout cas, bien longtemps. 2 mots pour conclure, puisque vous avez le micro. On arrive au bout de notre temps. Moi, je reviens sur cette question d'éducation, cette question de est-ce que finalement l'appropriation par chacun des enjeux nécessaires de la discipline au quotidien, est-ce que finalement c'est vraiment pas est-ce que c'est pas le côté enabler de tout ce qui doit se passer après, parce qu'en fait finalement les innovations de rupture, elles sont écrites par les enfants d'aujourd'hui du coup je pense que ça passe forcément par un gros travail au niveau éducatif, au niveau de sensibilisation des enjeux et puis de pouvoir l'approprier. Quand
quand je vois par exemple ce qui se passe en matière d'apprentissage du code, ce genre de choses, aujourd'hui c'est dans les écoles, peut-être pas maternelles, mais en tout cas en primaire, on commence à le faire. Et ça, je trouve ça fantastique, parce que si on combine à la fois cette connaissance, enfin cet apprentissage du code et donc aussi sur les leviers du savoir-vivre en société, je pense qu'avec ces deux axes, on devrait avoir un monde meilleur en tout cas. Et vos enfants de 5 ans en maternelle aujourd'hui, ils seront aux commandes dans combien de temps? En 2050? Ma petite a 8, donc un petit peu avant, mais oui. Qui démarre, Sandra ou Jean-François? 2 mots pour conclure. Parfait. Donc non, je rebondirai également en disant qu'au-delà, effectivement, il y a le côté, on a beaucoup parlé d'ailleurs de technologie, de numérique, mais déjà il y a une chose, c'est qu'il y a des innovations qui ne sont pas forcément technologiques. Aujourd'hui, dans le cadre dans les 1400 solutions, il y a des choses vraiment très simples qui ne sont pas forcément des innovations de rupture, mais pour autant qui existent et qui fonctionnent. Alors, les 1400 solutions, elles sont en ligne. Si vous allez je vous invite tous à aller regarder sur le site de la Fondation Solar Impulse. Vous avez un moteur de recherche qui est vraiment très bien fait. Vous avez les innovations qui sont classées par thématique. Vous avez vraiment accès aux 1400 solutions avec un descriptif succinct des solutions, comment elles fonctionnent, quels sont les bénéfices environnementaux, financiers. Donc ça, c'est une chose. Et après, par rapport au guide des solutions pour les villes qui a été évoqué, donc il va être publié bientôt, donc au mois d'octobre. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à aller regarder sur le site de la Fondation, parce que justement, en plus du fait d'avoir des solutions, il y a un point qui est important, c'est qu'il faut les faire connaître et il faut en parler. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur le site de la Fondation et aller voir les équipes de la Fondation qui sont avec le t-shirt bleu sur leur stand. Donc c'est pas de la pub, hein, c'est un cadeau. C'est un cadeau, tout à fait. C'est gratuit et tout le monde peut en bénéficier. Donc, pardon, du coup, je me vient une question en écoutant Sandra. Du coup, quelle est la manière dont vous vous connectez avec les administrations, les pouvoirs publics dans les différents pays qui sont les vôtres? C'est hyper intéressant. Donc... Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en termes d'administration de pouvoir public, il y a une initiative dont j'ai omis de parler, c'est le Prêt à voter. Donc, il y a le guide pour les villes, mais au-delà de ça, il y a une initiative qui a été portée par la Fondation. Donc, c'est un livre qui s'appelle le Prêt à voter, qui porte 50 propositions de loi qui sont basées sur des solutions existantes. Donc, l'idée, c'est d'identifier justement des solutions et de dire, d'expliquer que puisque ces solutions existent et puisqu'il est aujourd'hui possible et rentable de faire un certain nombre de choses, c'est de pousser les députés. Donc il a été déposé, je pense, hier à l'Assemblée nationale par Bertrand Piccard, c'est ce qu'il disait hier. Donc il a été déposé le livre Prêt à voter avec ses propositions de loi pour pousser l'adoption de ces solutions. Donc voilà. Merci. De rien. Jean-François, en 2 mots. En 2 mots. Jamais dans l'histoire de l'humanité on a su autant de choses. Et jamais on a eu autant d'outils pour augmenter notre capacité d'agir. Y inclut la destruction. Et donc on a une véritable question. Alors elle se pose pour les villes, j'en ai dit un mot, elle se pose pour l'innovation, etc. Un véritable problème de gouvernance et de gouvernance collective. Et ce sera cela ma conclusion. Merci à vous 3 et bonne fin d'après-midi à vous tous.